France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Mussolini, Hitler, des paroles pour séduire les foules. Nous avons en tête l'image de ces grandes cérémonies fascistes et nazies. C'est impressionnant. Au milieu de ces foules immenses, là, un point, un individu, le dictateur, qui gesticule, qui vocifère. La foule est captive. Nous avons dans l'oreille la sonorité très particulière de ces discours, à la musicalité terrifiante, même sans en comprendre les mots. Rhétorique fasciste et discours fâcheux. L'affirmation pure et simple, dégagée de tout raisonnement et de toute preuve, est un des plus sûrs moyens de faire pénétrer une idée dans l'esprit des foules. Plus l'affirmation est concise, plus elle est dépourvue de toute apparence de preuve et de démonstration, plus elle a d'autorité. Les livres religieux et les codes de tous les âges ont toujours procédé par simple affirmation. Les hommes d'État appelés à défendre une cause politique quelconque, les industriels propageant leurs produits par l'annonce, savent la valeur de l'affirmation. L'affirmation n'a cependant d'influence réelle qu'à la condition d'être constamment répétée, et le plus possible, dans les mêmes termes. La chose affirmée arrive par la répétition, à s'établir dans les esprits au point qu'ils finissent par l'accepter comme une vérité démontrée. Le cours de l'histoire. Par la répétition. Par la répétition. Gustave Le Bon, Psychologie des foules, lu par Daniel Königsberg dans le cours de l'histoire. Bonjour Marianne Matar-Bonucci. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Et bonjour Frédéric Joly. Bonjour. Vous êtes essayiste, traducteur. Et avec vous deux, on va essayer aujourd'hui de comprendre la mécanique, le fonctionnement de cette parole fasciste, de cette parole nazie. Mais avant tout, et c'est un peu la logique de la réflexion, partons aux origines, d'où elle vient cette parole-là. Elle ne surgit pas d'un coup. On vient d'entendre ici un extrait de la Psychologie des foules que Gustave Le Bon fait paraître en 1895. C'est intéressant, ça veut dire que nous sommes donc avant cette période-là. Quelle est la place de la parole ici dans l'analyse que fait Gustave Le Bon ? Je crois qu'on peut dire très simplement que Mussolini a été un lecteur et bel et bien un disciple de Gustave Le Bon, de manière générale, dans sa manière de penser les foules et plus spécifiquement, effectivement, dans ce qu'il dit, très bien dit ici de la parole, l'affirmation pure et simple, la répétition des affirmations, ça fait tout à fait partie des stratégies discursives de Mussolini. Intéressant de voir que l'analyse précède l'application de la chose. La répétition est évidemment un motif fondamental de la rhétorique nazie, qui est d'une pauvreté radicale. Je dirais que peut-être le trait caractéristique majeur de la rhétorique nazie, de ce que Klemperer appelait la LTI, la langue du Troisième Reich, c'est son indigence totale. Et c'est cette combinaison entre la pauvreté linguistique et la répétition qui effectivement est à l'origine de son efficacité. Frédéric Joly, vous venez de citer ce nom, Victor Klemperer. Vous pouvez nous expliquer qui il est ? Vous êtes l'auteur de La langue confisquée, qui est consacré justement à cet auteur. Klemperer était un professeur de philologie. On parlerait aujourd'hui, on le qualifierait de linguiste. Il enseignait à Dresde. Il était juif. Il avait une petite cinquantaine d'années au moment de l'arrivée des nazis au pouvoir. Naturellement, il sera très vite exclu de l'université, et il consacrera toutes les années du règne nazi à noter, à relever les vocables, les mots parlés au quotidien par ses compatriotes, pour essayer de circonscrire de la manière la plus précise un processus d'envahissement de la langue commune par cette rhétorique, par cette phraséologie. Et parce que ici, il y a vraiment quelque chose qui n'est peut-être pas théorisé directement par ceux qui pratiquent ces langages, mais on voit bien qu'il s'appuie sur une réflexion qui est antérieure, notamment celle de Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, faut le rappeler quand même, il est médecin, anthropologue. C'est un monsieur très compliqué parce que
En parallèle de ses réflexions sur l'usage de la langue à destination des foules, il est un des promoteurs de ce racisme scientifique tel qu'il se met en place à la fin du 19e siècle. Mussolini, lui, est né en 1883. Je le dis parce qu'il y a des effets de génération qui sont importants. C'est-à-dire que au moment où Gustave Le Bon réfléchit, Mussolini est un jeune homme. Donc il est héritier de toute cette histoire-là, hein. Alors, il y a effectivement, je dirais, une matrice intellectuelle, Gustave Le Bon, et il est l'héritier de pratiques aussi, ne l'oublions pas, et en particulier de D'Annunzio. D'Annunzio est ce poète nationaliste un peu fantasque qui a occupé la ville de Fiume sur l'Adriatique après la guerre, puisque les nationalistes italiens voulaient qu'elle revienne à l'Italie, et Fiume a constitué une espèce de laboratoire du fascisme, et c'est là que D'Annunzio a inauguré en quelque sorte ces dialogues avec la foule que Mussolini va ensuite systématiser, car avant, la classe politique de l'Italie libérale, bon, sauf si on pense aux militants du mouvement ouvrier qui avaient l'habitude d'une parole tournée vers les masses, donc en extérieur souvent, donc s'adresser aux foules, mais sinon la classe politique libérale s'adressait plutôt à des parlementaires, à des notables. Donc la vraie nouveauté, elle est cette idée d'un échange direct avec la foule. Alors, D'Annunzio est, de ce point de vue-là, son prédécesseur. Et il y a probablement quelqu'un d'autre qui va inspirer Mussolini davantage, cette fois, dans sa manière de parler. C'est Marinetti, qui est le pape du futurisme, l'inventeur du futurisme, et qui va lui donner cette idée d'un rapport, comment dirais-je, très électrique, si je puis dire, à la langue. Parce que l'une des caractéristiques, là je m'appuie sur les travaux des linguistes de Mussolini, c'est d'employer ce qu'on appelle la parataxe, c'est-à-dire des phrases qui sont comme ça jetées, sans forcément de coordination entre elles, mais qui donnent un effet, vous voyez, d'énergie, d'autorité, de virilité même. Donc il est aussi l'héritier de ces pratiques dans son rapport au discours. Fascinant de voir que ce rapport au discours naît avec des noms que nous citons ici, qu'il s'agisse de Gustave Le Bon, c'est un médecin, qu'il s'agisse de Marinetti, nous sommes avec un écrivain, c'est le futurisme, et puis vous avez cité D'Annunzio, c'est cette très belle poésie de la fin du 19e siècle, hein, et il a 20 ans quand Mussolini naît, et puis qui, au moment de la Première Guerre mondiale, prend un engagement politique. C'est très intéressant de voir ici comment, et vous le dites vraiment dans une contextualisation de cette prise de parole, la foule est là. C'est-à-dire que le discours n'a pas de prise s'il n'a personne à qui s'adresser. Nous sommes loin du discours parlementaire, en fait. Comme vient de le dire Madame, tout le dispositif consiste à instaurer un contact direct entre le leader et les masses. Et les masses dans leur intégralité, pas simplement leurs représentants. Et en cela, le nazisme ne fait preuve d'aucune originalité. Il se contente de reproduire le dispositif qui a été conçu en Italie. Bien des choses séparent Hitler et Mussolini du point de vue de leur personnalité respective, mais le dispositif, il est copié en Allemagne sur l'Italie. C'est-à-dire, c'est le discours comme œuvre d'art politique. C'est ce que l'écrivain Walter Benjamin formalisera en parlant du fascisme comme esthétisation de la politique. C'est une création, c'est pour ça que c'est pas si incohérent que nous citions des poètes, des écrivains, parce que nous avons ici une réflexion de création autour du discours, avec l'idée que, au moment de s'adresser aux foules, en cette fin du 19e siècle, début du 20e siècle, Marianne Matar-Bonucci, vous l'avez évoqué, il y a à gauche, dans le communisme qui prend forme de plus en plus, déjà, cette prise de parole adressée aux foules, c'est quelque chose que nous connaissons bien, hein. Jean Jaurès au Pré Saint-Gervais en 1913 qui s'adresse aux foules. On est dans un moment particulier de notre histoire sur la prise de parole. Tout à fait. Alors, il faut aussi rappeler, en ce qui concerne Mussolini, qu'il vient de cette culture-là, puisqu'il a été socialiste, donc militant socialiste, et d'autre part, il est journaliste au départ. Bon, il a été instituteur
locuteur, puis journaliste, et il est rompu donc à l'exercice de la propagande. Et donc au fond, il va systématiser à l'oral ce qu'il faisait déjà très bien à l'écrit, et quand il sera chef de gouvernement, ce sera les deux en même temps, puisque tous les discours qu'il prononcera seront répercutés par une presse qui est aux ordres, qui est au pas, hein, et donc la presse viendra en appui, effectivement, de ces discours. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que il a un rapport, on dirait aujourd'hui, performatif au langage, c'est-à-dire qu'il est convaincu que quand on parle, on fait. Et peu importe, on est au présent. Il y a un présentisme de la langue qui n'engage pas pour le futur. Et d'ailleurs, il va dire et se dédire sans arrêt, et ça ne le gêne pas du tout. Et ça, il l'explique lui-même. Il dit, dès 1920, je crois, il y a des discours qui sont des actions. Bon, et c'est effectivement comme ça qu'il va raisonner continuellement. Le fait que le rôle des nouvelles technologies de communication est effectivement central. C'est-à-dire le fait que l'intégralité de ces meetings et de ces réunions politiques soit enregistrée et diffusée fait que les auditeurs entendent également la foule et pas simplement l'orateur. Et il y a une sorte de les réactions de la foule, les sifflets, les protestations, les insultes, les hurlements d'enthousiasme nourrissent également la manière dont le discours est tenu. Et cette dynamique-là est répercutée par la radio, par les actualités cinématographiques. Et pour illustrer cela, écoutez, là c'est une archive, nous sommes en 1935, discours de Mussolini à propos de l'Éthiopie, mais on peut tendre l'oreille. Il y a la voix de Mussolini, mais il y a cet arrière-fond qui est omniprésent et sans lequel le discours ne fonctionne pas, c'est celui de la foule. Italia! Italia proletaria e fascista! Italia di Vittorio Veneto e della rivoluzione in piedi! In piedi! È la parola d'Italia che va oltre i monti e oltre i mari in tutto il mondo. Il grido d'Italia di oggi è un grido di giustizia ed è un grido di vittoria. C'est une sorte de dialogue. Alors, c'est un dialogue, mais qui est orchestré. Monsieur Joly disait que le discours est une œuvre d'art, et c'est vraiment préparer le public et installé comme des acteurs sur une scène. L'espace est aménagé. Alors, les espaces, évidemment, en Italie se prêtent très bien à ce genre de choses, puisqu'il y a ces places magnifiques où l'on peut, en effet, ensuite agencer la foule. Les gens sont convoqués, littéralement, hein, les militants du parti, lorsqu'il y a des discours, reçoivent des formes d'invitation, convocation. On sait par celui qui était le valet de Mussolini que quand il prononçait ses discours du fameux balcon du Palais de Venise, vous savez, sur la grande place où il y a la machine à écrire, donc à Rome. Énorme bâtiment, oui. Qui date de l'unité italienne pour célébrer l'unité italienne. Donc, eh bien, il était alors un peu nerveux, il regardait, il se cachait derrière la fenêtre, il regardait comment les choses se passaient et disait, ah là, il faudrait plutôt déplacer ce groupe, il faudrait que les drapeaux soient à tel ou tel endroit. Donc c'est le scénographe et les discours sont faits à coup de fausses questions. Italien, êtes-vous fier de votre nation? Les gens ne vont pas répondre non, donc ils répondent oui. Donc tout est préparé pour qu'il y ait effectivement un dialogue. Et là, dans l'extrait que vous avez entendu, il est vraiment très représentatif. Les répétitions, Italia, Italia. Les intonations, on n'est pas du tout dans un discours monocorde, hein, on est dans un discours surjoué, comme d'ailleurs les attitudes de Mussolini qui aujourd'hui nous font rire, sont totalement surjouées, hein, les mains sur les hanches, le menton en avant, les yeux qui roulent, voilà. Donc, on est dans du théâtre, effectivement, mais un théâtre
dont on peut penser, c'est difficile de savoir quel était réellement l'impact de ces discours, mais dont on peut penser que ça exerce une forme de séduction, et c'est l'une des ambitions du dictateur sur les populations. Donc. Un théâtre, Benito Mussolini bénéficie déjà du décor. Vous venez de citer la machine à écrire, ce grand monument à Victor Emmanuel II qui était déjà construit quand il arrive. Pour Hitler, c'est un peu différent parce que il y a la volonté de construire ce théâtre-là. Alors de le construire de manière pérenne, de le construire aussi de manière éphémère pour certains discours. Oui. Klemperer avait enseigné en Italie dans les années 20 et donc il savait ce qu'était le fascisme italien et il avait entendu Mussolini. Pour lui, Mussolini se laissait d'une certaine manière porter par la langue italienne. Il entretenait avec la langue un certain rapport de complicité. Il pouvait faire preuve de sang-froid, de calme. Il situe Mussolini entre l'art oratoire et la rhétorique, et considère qu'il glisse perpétuellement de l'oratoire vers le rhétorique. Avec Hitler, les choses sont très différentes. Aux yeux de Klemperer, il n'y a aucune dimension oratoire chez Hitler, on est dans le rhétorique pur. Il n'est question que de harangue, de sommation et de galvanisation. Il s'agit de se galvaniser soi-même et de galvaniser dans le même mouvement les masses, et en l'occurrence de la manière la plus hystérique. Chez Hitler, Hitler fulmine en permanence. Il ne se montre jamais. Il n'y a pas véritablement d'assurance chez Hitler. Il y a une forme d'hystérisation du discours et de délire de persécution permanent. Mais la théâtralité est là aussi chez Hitler. Mais la théâtralité est là. Il n'est que convulsion, crispation et grimace. C'est une théâtralité qui est toute en convulsion. Alors que je ne crois pas qu'on puisse parler de convulsion chez Mussolini. Alors, peut-être pas de convulsion, mais on est quand même beaucoup et très souvent dans l'exaltation, voilà, quelquefois dans l'ordure, dans l'injure. Il utilise volontiers des insultes quand même dans ses discours contre la bourgeoisie, certains dirigeants internationaux, etc. Mais effectivement, c'est un registre différent. Alors Hitler, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a une hystérisation qui est beaucoup plus forte, avec peut-être quand même aussi une attention à la gestualité. Je pense à ces photos d'Hoffmann, oui, où il prend la pose tout en discourant, justement, qui montre que, peut-être parce que vous l'avez bien dit, il a quand même beaucoup appris de Mussolini, dont il était un disciple, on l'a beaucoup oublié au départ, et donc peut-être intègre-t-il aussi cette tradition-là. Oui. Tout à fait, oui. Et puis dans ce lien que l'on peut faire entre Mussolini et Hitler, c'est un lien de chronologie. Pour Mussolini, la marche sur Rome, c'est 1922, et ça correspond à un an près au coup d'État d'Hitler à Munich en 1923 et au début de la rédaction de Mein Kampf. J'ai déjà exposé dans le premier volume que tous les grands événements qui retournent le monde entier ont été provoqués par la parole et non par des écrits. Un orateur brillant pourra en général toujours mieux écrire qu'un écrivain brillant ne pourra parler, sauf le cas où il s'exerce longtemps dans cet art. Il faut y ajouter que l'homme en masse est généralement paresseux, qu'il reste enfoncé dans l'ornière de ses anciennes habitudes et qu'il n'aime pas prendre en main les écrits qui ne correspondent pas à ce qu'il croit et qui ne lui apportent pas ce qu'il en attend. Dans cette lutte de l'orateur avec les adversaires qu'il veut convertir, il acquiert peu à peu une compréhension merveilleuse des conditions psychologiques de la propagande, ce qui fait presque complètement défaut à l'écrivain.
Daniel Königsberg qui nous lisait cet extrait de Mein Kampf. Est-ce que Mussolini pourrait prendre pour lui ce type de propos? Ici, on a, avec Hitler, une réflexion, une théorisation de l'utilisation du langage en politique. On retrouve ça aussi chez Mussolini? Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs des réflexions. Souvent, dans ses discours, Mussolini parle du discours et il explique que il s'adresse au cœur des individus, de mon cœur à mon cœur. Donc il y a une grande conscience de ce même pouvoir de la parole qui doit jouer sur l'émotion et effectivement qui peut avoir des vertus bien plus grandes que la parole écrite en l'occurrence. Il n'y a jamais véritablement de différence entre le style oral et le style écrit chez les nazis. Tout est destiné à être déclamé en public. Ça c'est, je crois, que c'est quelque chose de fondamental. Il y a une très grande attention effectivement à la dimension orale, y compris à l'écrit. C'est-à-dire que la musicalité est déjà dans l'écrit parce que l'intention est de proclamer tout texte. Voilà. Donc il y a une parole... Tout texte a vocation à être déclamé en public. Parole nazie, écriture nazie. Tout à fait, oui. Ouais. Oui. Et ça change l'écriture juste parce que ce sont deux langues différentes. D'un côté, il y a l'italien, de l'autre côté, il y a l'allemand. Et vous nous disiez, Frédéric Joly, que Mussolini, oui, pouvait se reposer sur une langue qui est l'italien, qui a sa musicalité propre. Mussolini en joue beaucoup. Oui, bien sûr, il en joue beaucoup. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que à l'époque, on parle encore beaucoup les dialectes, et Mussolini lui-même est originaire de Romagne, donc, mais il se refuse dans ses grands discours justement à employer le dialecte ou même quand il interagit avec différentes personnes, sauf quand il est effectivement à Predapio, Forlì, dans sa région en l'occurrence. Mais sinon, c'est l'italien de Florence qu'il entend parler et il est très conscient de la beauté, de la musicalité de la langue qui s'accorde merveilleusement avec la beauté des places. Et donc, encore une fois, je dirais les outils sont là pour ces outils qui étaient déjà là auparavant. Il les utilise donc à des fins propagandistes. Et donc, les places, le décor, les places sont en soi des décors et il rajoute des décors au décor, quelquefois en mettant des faisceaux, des M majuscules, comme Mussolini. Donc, il utilise la tradition, mais il la transforme donc à des fins de propagande. Dans le cas d'Hitler, c'est vrai qu'on a ces schémas-là. L'allemand est aussi une très belle langue. Cette langue-là, il va se l'approprier et la transformer. C'est ça qui est très intéressant. En l'appauvrissant radicalement. Là, je dirais que les trois, si je devais citer trois dimensions fondamentales de cette phraséologie, ce serait la biologisation, la technicisation et la dimension, la mythisation, la fabrication de mythes. Bon, la dimension biologisation, elle est naturellement inséparable de l'obsession antisémite, mais elle va même au-delà du délire antisémite. Pour prendre un exemple, lors de manifestations sportives, avant l'avènement du nazisme, on parlait des jeunes sportifs. Hitler parle de nicher ou de porter. Autant de termes qui contribuent à ravaler l'individu au statut de produit d'élevage, au fond. Cette dimension biologique, elle est absolument fondamentale. La dimension technicisation est très importante aussi parce qu'on a parfois tendance à penser, en tout cas à une époque, on a eu tendance à penser que le nazisme était pur archaïsme. Or, l'idéologie nazie est véritablement façonnée par la modernité technologique. Ça, c'est une dimension, là encore, centrale. Et la dimension, la fabrication des mythes, le mythe du pouvoir exorbitant des Juifs, le mythe de l'ouvrier ou du travailleur soldat, le mythe de la pureté de la race,
constitue la troisième dimension d'un discours qui se résume au fond à un nombre assez restreint de vocables. C'est très très pauvre. Et comme vous le disiez au début de l'émission, la dimension répétitive est centrale. Et c'est aussi une limite de ce discours, je crois. On en reparlera au fil de l'émission. Mais le fait que la pauvreté du discours et son caractère répétitif peuvent aussi lasser, y compris les plus convaincus. C'est peut-être aussi ce qui expliquera à un moment donné que Hitler, au fil des années, s'exprimera moins fréquemment. L'effet de surprise passée, c'est sûr que ça fonctionne moins sur la durée. Marianne Matar-Bonucci, je me tourne vers vous pour faire un écho du côté du fascisme. Vous êtes l'autrice de Totalitarisme fasciste, publié aux éditions du CNRS. Mussolini et la pauvreté ou la richesse de la langue, alors, ça c'est une question. Oui, je pense qu'il a au contraire une langue plus riche. Il y a effectivement un vocabulaire qui est même recherché. On lui reproche quelquefois une forme de préciosité dans ses discours. Et j'ai lu, vous confirmerez peut-être cela, que l'allemand de Hitler était parfois fautif, alors que ce n'est pas le cas effectivement pour Mussolini, qui s'exprime bien, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, on retrouve ce que vous expliquez, c'est-à-dire que suivant les orientations du régime, le régime dure beaucoup plus longtemps, eh bien, il y a un lexique particulier qui est mobilisé. Il y a eu des travaux sur le sujet. Donc, on voit comment il abandonne progressivement le registre de la phraséologie, on va dire, marxiste, et le registre de la lutte des classes, au profit d'un vocabulaire qui est celui du nationalisme. Autre élément qui est très présent dans ces discours, tout ce qui est métaphore belliciste, donc puisqu'il y a une exaltation de la guerre chez les fascistes, et également un discours qui se fait de plus en plus mystique. On fait appel à la foi, à la croyance, des appels au sacrifice des Italiens, sachant qu'il y a bien un projet de construction d'une nouvelle religion politique, c'est l'une des caractéristiques du fascisme. Alors, vous évoquiez aussi la modernité. Peut-être faut-il dire un mot, parce que je disais il pouvait effectivement s'appuyer à cette tradition esthétique présente en Italie, mais l'élément de modernité, c'est la radio. Et ça, c'est très important. De plus en plus, à partir du milieu des années 20, ces discours les grands discours sont aussi faits pour être enregistrés et transmis sur les places italiennes à la radio. Et il y a un gros investissement du régime sur la radio avec un homme, Marconi, donc qui est l'un des inventeurs de la radio et qui est très proche du régime. Celui de Paté Marconi après. Absolument. Et du coup, le régime va promouvoir la fabrication d'appareils de radio bon marché pour que dans chaque petit village, il puisse y avoir une radio où on entendra les discours du Duce. Et pareil pour le cinéma. Le cinéma dont Mussolini dit que c'est l'arme la plus forte, avec toujours cet intérêt pour la propagande. Et les grands discours sont filmés et vont être projetés lors des actualités cinématographiques avant la projection des films. Donc, et là, je crois qu'on est dans des choses comparables avec ce qui se passe en Allemagne. Exactement, oui, notamment pour la commercialisation de postes TSF à bon marché. Là encore, le régime nazi ne fait que suivre l'exemple du régime mussolinien. La radio, une arme politique. La radio a joué dans le domaine politique un rôle considérable en ce sens qu'elle a permis de véhiculer des informations ou de transmettre le récit vivant d'événements que la presse seule était jusque-là capable de reproduire. Comment, par exemple, Hitler, autrement qu'avec l'aide du micro, aurait-il pu tenir en haleine les foules, s'emparer du pouvoir et le conserver, sans ce contact direct avec l'opinion? Comment, dans un tout autre domaine, l'appel du général de Gaulle aurait-il été connu sans la radio? Cet aspect de l'influence qu'exerce la radiodiffusion lui est vraiment propre et est, me semble-t-il, une des caractéristiques de l'information moderne.
Louis-Gabriel Robinet en 1954, journaliste écrivain de l'Académie des sciences morales et politiques. La radio comme une arme, la diffusion de l'information, on l'entend bien. Et puis tout simplement le micro, parce que s'adresser aux foules, par exemple depuis le monument à Victor Emmanuel II à Rome, c'est formidable. Mais un individu simple, même avec un très bel organe, ne peut pas s'adresser à une foule entière. Donc le micro et la voix projetée par des haut-parleurs, tout ça, ça participe de cette histoire-là. Alors, une petite précision, il ne s'adresse pas depuis le monument à Victor Emmanuel, mais depuis le balcon du Palais de Venise, qui est un palais Renaissance, qui est, perpendiculaire au monument à Victor Emmanuel. Donc, parce que sinon l'exercice serait effectivement terrifiant, très compliqué, parce que le monument est monumental, mais vraiment. Mais c'est intéressant parce que du coup, il est quand même très surplombant, vous voyez, par rapport à la foule, ce qui lui permet effectivement, c'est une parole, vous voyez, comme une parole divine, donc qui vient véritablement d'en haut. Alors, c'est pas toujours le cas. Il y a d'autres dispositifs suivant les lieux, effectivement, où il s'exprime. Et Mussolini, je sais pas, j'ai pas trouvé, mais ça a dû être répertorié, le nombre de discours que Hitler a prononcés. Mussolini, on a 44 volumes, des écrits et discours, mais il parlait comme il respirait. Donc il y avait les grands discours, il y avait les discours à des auditoires spécifiques. Parfois il parle, ça fait un paragraphe, vous voyez. Il se contente de paraître en fait, mais effectivement il y a énormément de discours. Et donc suivant les lieux où il s'exprime, il peut y avoir des scénographies très différentes. Je pense par exemple à une fois où il s'est exprimé à Milan et son image était projetée sur le dôme de Milan, c'était le soir, un portrait de Mussolini, vous imaginez la symbolique, sur la façade donc du dôme de Milan. Donc tout a été imaginé effectivement pour magnifier donc cette présence par le verbe. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi l'après-discours où la presse donc doit répertorier les discours, mais les extraits des discours sont évidemment contrôlés donc par la censure, et les photographies aussi. Certaines photographies sont écartées parce que la parole va de pair, encore une fois, avec cette apparence physique. Alors, voilà, qui est aussi un élément du discours. On retrouve, ça c'est un trait caractéristique au fascisme italien comme au nazisme, cette espèce d'articulation entre une dimension très archaïque et une dimension très moderne. Et dimension archaïque qui recoupe une certaine dimension religieuse aussi. Vous avez en 1933 à Nuremberg, c'est un exemple entre beaucoup d'autres, Hitler va consacrer les nouveaux drapeaux de la SA au moyen de l'étendard de sang, ce drapeau qui avait servi lors du putsch raté de Munich en 1923 et qui est un objet de culte dans la culture nazie. C'est un geste véritablement religieux de consécration qui de fait se fait dans une sorte de silence religieux qui est retransmis par la radio. Oui. Donc là, je crois il y a ces deux dimensions qui s'articulent de façon tout à fait unique dans l'histoire, en fait. Le silence aussi comme élément du discours. Nous sentons bien que c'est un tout. C'est un tout parce que le discours seul ne suffit pas. Il y a le fond, la forme, ça c'est déjà une chose. Et puis, il y a l'ensemble, il y a les procédés techniques, il y a la cérémonie, il y a la gestuelle aussi. Alors, pour Mussolini, bien sûr, cette gestuelle a beaucoup été moquée. C'est exagéré. En fait, on sent que dans ces moments-là, tout est exagéré. Et on voit bien qu'on a évoqué déjà la naissance du cinéma, ou en tout cas le cinéma comme élément de diffusion de ces images-là. On y est proche. C'est un acteur. Il n'y a pas besoin de son parfois pour voir le spectacle quand on regarde Mussolini. Oui, et je crois parce que aujourd'hui, encore une fois, on trouve ça tout à fait ridicule et ça nous fait rire. Mais à l'époque, ce n'est pas le cas. Alors peut-être, puisqu'on parle de cinéma, il faut penser que le cinéma muet n'est pas si lointain.
Et le cinéma muet était un cinéma où les acteurs surjouaient aussi. Et donc peut-être y a-t-il aussi quelque chose qui explique pourquoi ces expressions outrées finalement ne choquent pas donc les contemporains. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que après le fascisme, on va avoir une classe politique qui n'osera plus justement intervenir d'une façon aussi spectaculaire, et la classe politique démocrate chrétienne d'après-guerre, mais même les dirigeants communistes, sera beaucoup plus modérée, grise d'une certaine façon, parce que effectivement ce rapport un peu hystérique à la parole et au discours est vu comme une caractéristique du fascisme. Donc, et alors on est peut-être en train d'y revenir aujourd'hui avec certains leaders populistes, mais pendant quelque temps, ça a inhibé quand même, je crois, comment on peut dire, oui, cet enthousiasme qu'avaient les orateurs à faire valoir donc leurs paroles, leurs discours. Oui. Je crois qu'il faut aussi, là je citerai Klemperer au sujet de ce qu'il appelait la malédiction du superlatif. Il faut aussi souligner les limites de cette rhétorique. Klemperer a souligné un point qui je crois est essentiel, c'est que l'avilissement de la langue allemande par le nazisme, il a été moins dû, il s'explique moins par les discours d'un Hitler ou de Goebbels que par des processus beaucoup plus subreptices. Quand il parle de malédiction du superlatif, il veut dire par là que les formules outrancières de Hitler pouvaient susciter le scepticisme, y compris chez les plus convaincus. Certains raisonnements pouvaient ne pas être compris. D'autres pouvaient ennuyer. Mais cette rhétorique nazie, cette phraséologie s'est imposée en recourant à des processus beaucoup plus discrets, en recourant parfois à des mots tout à fait banals dont le sens était littéralement retourné comme un gant. Par exemple, l'adjectif fanatique, qui est un péjoratif. Vous et moi, vous n'allez pas partir en vacances avec quelqu'un que vous considérez comme un fanatique. Eh bien, cet adjectif fanatique devenait un laudatif dans la rhétorique nazie. Et c'est à travers ce type de processus, la manière dont des laudatifs devenaient des péjoratifs, la manière dont des péjoratifs, à l'inverse, devenaient des laudatifs, qu'il y a eu cette diffusion extrêmement sournoise, mais extrêmement efficace de cette idéologie au sein de la population. Frédéric Joly, je rappelle que vous êtes l'auteur de La langue confisquée, lire Victor Klemperer aujourd'hui. Victor Klemperer qui a assisté à cela, et c'est intéressant de savoir qu'il a pu observer ce qui se passait dans l'Italie fasciste avec Mussolini. Cet appauvrissement et utilisation de la langue par les nazis, elle a la même ampleur avec Mussolini et le fascisme ? Alors, encore une fois, dans la langue de Mussolini, on n'observe pas cet appauvrissement. En revanche, il y a une transformation de la langue qui est envahie effectivement par des slogans, par tout un lexique politique qui n'avait pas cours ou moins cours auparavant. Et il y a cette idée très importante, puisque le projet fasciste est un projet de révolution anthropologique, qu'il faut transformer les Italiens, et que pour transformer les Italiens, il faut transformer la langue. Et donc, il y a aussi une politique très active sur un plan linguistique, alors qui passe d'abord par une politique d'italianisation dans les régions où il y a des minorités. Je pense par exemple dans le Sud-Tyrol, au Adige, où là, systématiquement, l'emploi de l'allemand est proscrit des écoles et de l'emploi
donc dans les relations professionnelles. Et il y a une volonté d'expurger la langue de tous les vocables, ça c'est à partir des années 30, de tous les vocables d'origine étrangère. Et donc du coup le mot football va être remplacé par calcio, qui est resté jusque dans la langue italienne aujourd'hui. Il va y avoir une transformation de l'orthographe. T va s'écrire T et accent aigu. Bon, voilà, on pourrait donner des exemples. Et la plus comique, parce que, je veux dire, on transforme pas la langue sur un claquement de doigts. Hein. Les habitudes linguistiques sont parmi les plus enracinées. Arrive en 1938, où sont adoptées toute une série de réformes, dites réformes du style. C'est-à-dire qu'il faut changer le style des Italiens pour en faire un peuple guerrier. Donc, par exemple, on va supprimer la poignée de main, qui est considérée comme un usage bourgeois. On va imposer un équivalent du pas de loi, qui est cette fois, maintenant, c'est l'Allemagne qui influence l'Italie, alors qu'au début, c'était l'inverse. Et donc, le pas de loi, on l'appelle le pas romain. Et les Italiens décident de supprimer la troisième personne de politesse, c'est-à-dire l'usage du pronom lei, qui est l'équivalent dans la langue espagnole de usted. Donc, alors en inventant une origine du lei qui serait étrangère, justement avec une matrice espagnole, donc dans le cadre de cette politique xénophobe, la réforme trouve sa place. Et donc, là, on touche plus seulement au lexique, mais on touche à la structure même de la langue. Et réformer la structure même de la langue, c'est l'une des choses les plus compliquées qui soit. Donc évidemment, la réforme va avoir beaucoup de mal à s'imposer, mais le régime va codifier au sein du parti, dans la fonction publique, les usages du tu ou du vous. Donc, les intellectuels vont tous, tous ceux qui sont soumis au régime, c'est-à-dire la grande majorité, s'engager en expliquant pourquoi c'est important, effectivement, de bannir donc l'usage du lei. Et ça va donner lieu à des choses assez comiques. Par exemple, il y avait un journal féminin qui s'appelait Lei, l'équivalent de notre Elle, que l'on remplace par un titre qui est Annabella, et les journalistes disent mais Lei, là, c'était pas la troisième personne, c'était le elle qui renvoyait bien à un sujet féminin, mais il n'y fait rien et le journal devra changer de nom. Bon, un exemple parmi d'autres des absurdités auxquelles peuvent aboutir effectivement cette politique visant à réformer la langue. Et après Mussolini, cette histoire-là de Lei? Le lei est revenu. Alors, il y a quand même beaucoup d'Italiens qui sont pas toujours très à l'aise avec le lei, parce que c'est une formule indirecte. Et c'est un fait que le tutoiement vient beaucoup plus naturellement en italien que chez nous, par exemple. Comment sont reçus ces discours? C'est aussi la question, et qui est très difficile à apercevoir. Hein. On parle ici avec un regard général sur l'ensemble de ces cérémonies, de ces discours. Mais pour celui ou celle qui assiste, témoignage, et pas n'importe lequel, celui d'Umberto Eco. Je me souviens que lorsqu'en 1940, Mussolini a fait son discours de la déclaration de guerre, je l'écoutais rigide chez moi comme un petit soldat. Et donc, j'avais 8 ans, mais alors j'y croyais. Je me souviens que parfois je lisais le grand amour que les enfants ont pour le Duce. Et je me demandais, mais est-ce que je l'aime vraiment ou non? Alors, il y avait des moments de doute. Mais à cause de l'âge et à cause de la situation, je crois que c'est seulement après la chute, la première chute du fascisme, et après le retour en septembre, que j'ai eu la sensation que le régime était une dictature, parce que tout à coup, j'ai vu paraître les nouveaux journaux, les noms des partis. Alors j'ai compris. Mais avant, non, c'était très difficile. En 2005, Umberto Eco se souvenait des discours de Mussolini. Umberto Eco, qui est l'auteur de ce tout petit texte, mais qui est tellement éclairant, Reconnaître le fascisme. C'est un conseil de lecture pour aujourd'hui d'utilité. Et peut-être aussi d'angoisse, mais d'utilité, reconnaître le fascisme. Alors là aussi, c'est la perception de ces discours-là pour les foules. Alors déjà du point de vue fasciste, nous sommes en Italie avec Mussolini, on a un témoignage d'Umberto Eco qui était enfant. Les foules participent de ce jeu, on a évoqué ce dialogue qui n'est pas vraiment un dialogue, mais elles sont là, il y a vraiment une fascination.
Vous savez, c'est très difficile quand même à mesurer, et ça renvoie à tout un débat historiographique qu'il y a eu en Italie sur le fait de savoir si à un moment donné, dans la deuxième moitié des années 30, il y avait eu un consensus ou pas autour du régime. Bon, parce qu'on n'a pas de sondage, parce que la presse est muselée, parce qu'il y a une police qui est quand même extrêmement présente. On est dans un cadre de régime totalitaire. Donc comment savoir ce que pensent réellement les gens? Mais je trouve que le témoignage d'Umberto Eco est intéressant quand même, parce que c'est vrai qu'on emmenait les gamins, par exemple, et les gamins, ils étaient ravis parce que, ils participaient à un événement, ils voyaient de près ou de loin le grand homme, ils devaient s'amuser beaucoup, il y avait une espèce d'enthousiasme populaire. Donc, les foules, quand même, en Italie, sont beaucoup moins disciplinées qu'elles ne le sont en Allemagne. Et d'ailleurs, lorsque Mussolini se rend en Allemagne en septembre 1937, il est fasciné par les foules. Il rêverait d'avoir des foules comme ça qui seraient effectivement aussi organisées. Donc, Frédéric Joly. Je trouve, effectivement, c'est très difficile de se faire une idée précise des réactions des foules. Je trouve c'est intéressant d'essayer d'imaginer quel était le rapport des populations persécutées à ces discours. Et quand on se plonge dans la vie de Klemperer, on se rend compte d'abord, les Juifs n'avaient pas le droit d'assister à ces discours. Ils n'en étaient pas dignes. Ça, c'est la première chose. Ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux la plupart du temps. Très vite, ils se voient confisquer leur poste de radio. Donc, les persécutés, bien souvent, ont du mal à avoir accès au discours et à leur teneur. Klemperer étudie ces discours en obtenant leur compte-rendu écrit. Ou bien il les entend lorsqu'il a la possibilité de se promener dans les rues, parce que vous avez partout des haut-parleurs qui les diffusent. Ce sont les rares occasions. Autre occasion où les persécutés peuvent entendre ces discours, c'est lorsqu'ils sont contraints et forcés de travailler à l'usine, puisque là encore, dans les usines, vous avez des haut-parleurs qui les diffusent. Je trouve que c'est important d'essayer d'imaginer comment les persécutés pouvaient imaginer le sort qui allait leur être réservé, puisque ce sort-là leur était caché. Avec ici une construction, et on l'a bien évoqué dès le début de l'émission en disant que les inspirations pouvaient venir d'artistes, de poètes. Le discours, la parole est une œuvre elle-même. Et là, je parle vraiment que de la forme. J'oublie le fond. Je ne comprends pas les mots. Et pourtant, tout comme je peux reconnaître en quelques secondes, avec la petite moustache et la mèche, la silhouette d'Hitler, je reconnais en quelques secondes sa prise de parole. Es ist nicht vergessen, wenn ich heute vor der Nation hintrete und sie beschwöre, deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre. Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst wegen. Nous étions en février 1933 avec, ici c'est vrai, une signature par la voix. Marianne Matar-Monucci, on a la même chose avec Mussolini. C'est-à-dire que la force aussi de cette prise de parole, c'est d'avoir donné une forme qui est complètement reconnaissable. La tonalité, la musicalité du discours. Oui, absolument. Alors le ton n'est pas le même, mais on retrouve quand même une forme d'exaltation, un discours qui est une succession d'affirmations qui ne laisse pas place à la nuance, encore que, il y a, je sais pas si ça on le retrouve chez Hitler, je pense que oui aussi, parfois des procédés rhétoriques, ça c'est assez intéressant aussi, où il peut y avoir une forme de dialectique menaçante, si je puis dire. J'ai en tête un discours très célèbre qui est un discours qu'il prononce en octobre 1936, après la conquête de l'Éthiopie, qu'on appelle le discours des oliviers et des baïonnettes. C'est
donc pour célébrer à Bologne, pour célébrer l'anniversaire de la marche sur Rome. Et Mussolini dit, voilà, maintenant ça y est, on a conquis l'Éthiopie, c'est formidable, le régime est au pouvoir depuis longtemps, il est admiré partout dans le monde, et j'arrive devant vous avec un rameau d'olivier. Mais faites attention, autour de ce rameau d'olivier, il y a des milliers de baïonnettes acérées qui pourront servir à tout moment. Et ça, c'est quelque chose qu'il fait. Et le seul discours qu'il prononce à propos lorsque l'Italie adopte les lois raciales, donc en 1938, le seul discours où il est question de cela, il est à Trieste, donc il le prononce à Trieste, qui est une ville où il y a une communauté juive importante, et il dit à ce moment-là, ce qui est le discours officiel sur la question juive, donc les juifs qui ont trop de pouvoir, etc. Et puis il dit, mais peut-être que vous serez étonnés finalement par notre bienveillance. Vous voyez, donc ces balancements peuvent aussi être une façon de séduire, au fond, un auditoire. Mais le mot a été utilisé, séduire. Des fictions d'objectivité. C'est-à-dire ? On instille dans le discours quelques éléments objectifs ou quelques nuances qui ne servent en fait qu'à faire passer des mensonges. Exactement. Ça, c'est un procédé assez banal. Oui. Ouais. Mais il ne s'agit que de se vanter, d'accuser et de se justifier le plus souvent. Pour Hitler. Avec la possibilité de se contredire, et ce qui explique aussi pourquoi il y a tant de discours de Mussolini, parce que quelque part, un discours chasse l'autre. Et c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que le mensonge, la vérité dans cette histoire-là, on va la mettre de côté. Oui, parole. Tout à fait. Il y a l'idée que, au fond, les discours n'engagent que ceux qui y croient, pour le coup. Et donc, cette fonction performative du discours, l'important, c'est l'instant. C'est ce qu'on veut produire sur le moment. Et c'est en effet très important de rappeler qu'il y a un peu de vérité et beaucoup de mensonges et qu'on embrouille littéralement les gens de cette façon-là, bien sûr. C'est une rhétorique c'est fondamentalement un langage de croyance. Il s'agit de faire croire et en faisant croire de faire faire. La dimension performative. De faire faire, c'est-à-dire de faire commettre ou d'accepter l'irréparable. Avec, évidemment, dans vos études, à tous les deux, la volonté de chercher ici les origines d'un discours fasciste, d'un discours nazi, et puis les échos postérieurs à ces discours-là. Marianne Matar-Bonucci, vous nous l'avez bien dit, sur la langue, on va retrouver par la suite des choses, ou alors des effacements, on ne peut plus se comporter ainsi. Vous retrouvez aujourd'hui dans des discours, vous parliez des discours populistes, des éléments qui correspondent à ce schéma-là mis en place dans les années 1920 par Mussolini et déjà par Hitler, et puis qui dure jusqu'à la fin des années 40. Écoutez, on est tous en train en ce moment d'observer avec effroi ce qui se passe aux États-Unis et le discours de Trump, on en parlait, est évidemment très différent parce qu'il a cette espèce de voix blanche et de ton anesthésiant, mais pour ce qui est du rapport à la vérité, je crois qu'on en a un exemple qui date d'hier. Le président des États-Unis n'hésite pas à proférer avec aplomb des contre-vérités et ce qui compte, c'est l'impact, point. Et l'appauvrissement du langage, il est là aussi. Et un langage, en effet, très pauvre. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir donné ces clés d'analyse venues d'un passé pas si lointain et sans doute toujours très présent. Marianne Matar-Bonucci, je rappelle, totalitarisme fasciste. Quant à vous, Frédéric Joly, la langue confisquée. Lire Victor Klemperer aujourd'hui. Merci vivement à tous les deux. Pour se finir, c'est un peu comme se laver les oreilles. Vous savez, c'est le procédé de Charlie Chaplin dans son film Le Dictateur. Lavons-nous les oreilles. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité,
de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. La liberté ne pourra pas périr dans Le Dictateur de Chaplin. Bonjour Valérie Hanin. Bonjour Xavier. Rédactrice en chef du magazine L'Histoire. Et cette liberté, c'est celle qui a été portée durant toute la guerre qui conduit à la capitulation de l'Allemagne en 1945 et puis un peu plus tard du Japon, parce qu'il faut l'oublier. France 1945, tout est possible, c'est le dossier de l'Histoire. Et oui, tout est possible, ne comptez pas sur nous pour la séquence nostalgie. Après une si belle émission d'ailleurs, il faut se rappeler évidemment le contexte, un contexte terrible, et en 1945, la guerre n'est pas finie, même si le vent de liberté souffle, et notamment porté par Sartre, dont on parle aussi dans notre dossier. Alors pourquoi choisir 1945, tout est possible, c'est-à-dire un accent un peu positif, enthousiaste, alors que justement la guerre n'est pas finie, qu'on est encore... Les bombardements de l'été ont laissé des villes complètement en ruine, les ponts sont à reconstruire, les gares, on se bat encore en février 45 dans la poche de Colmar, hein, il y aura des milliers de morts, on se bat sur le sol français, il y a presque 2 millions de gens qui sont sur les routes, dans les trains et qui cherchent à revenir, 1 million de prisonniers encore, et bon, des déportés politiques, et même presque 4000 juifs qui ont réussi à survivre au centre de mise à mort. Et pourtant, dans ce contexte de chaos absolument incroyable, où on manque de tout, de lait pour les enfants, de charbon, de pain, etc., eh bien, on est absolument abasourdi, et c'est là-dessus qu'on a voulu revenir, par l'abondance des réformes de structure qui ont été mises en place en presque 18 mois, par le gouvernement provisoire de la République française, installé en août 44, comme s'il n'était jamais, comme si au fond la République n'avait jamais été interrompue. Alors des réformes dans tous les sens. Évidemment, le système, on pense à lui en premier, peut-être parce qu'on craint pour lui aussi, un système de protection sociale qui va être généralisé à l'automne 44, on jette les bases. Et un an plus tard, octobre 45, la Sécu est née. Hein, et on sait à quel point elle est importante pour nous, pourvu que ça dure. La planification, les nationalisations de tout de même, l'EDF, GDF, le transport aérien, les houillères, les banques, Renault, enfin que sais-je. La planification, oui. Le vote des femmes, qui n'était pas dans le programme de la résistance, mais installé par une ordonnance du général de Gaulle, et les femmes vont voter pour la première fois, on le sait, au municipal de mars 1945. Alors bien sûr, il y a le contexte, hein, l'esprit de Philadelphie, selon la belle expression d'Alain Suppiot, hein, qui porte l'État-providence, et la France n'est pas du tout isolée en Occident dans la mise en place de cet État social, de cet État-providence. Mais sur quoi insiste Claire Andrieux, qui vient de diriger d'ailleurs une belle étude chez Gallimard sur le programme du Conseil national de la résistance, c'est l'importance du consensus, et évidemment on y est sensible aujourd'hui particulièrement, qui est en place dans cette France. Les sondages le prouvent, les communistes, on ne s'entend sur rien. Les grands partis, les communistes, les socialistes, les démocrates chrétiens du MRP et de Gaulle ne s'entendent sur rien, sauf, c'est pas rien, sur le fait qu'il faut reconstruire un pays moderne, ambitieux et solidaire. Alors, il faut pour ça un exceptionnel alignement des planètes. Hein. Tout y est. Là, vraiment, les collabos sont complètement, évidemment, hors circuit. Le Conseil national de la résistance a porté un programme de gauche. De Gaulle est aux manettes. Staline autorise les communistes à participer au gouvernement. La révolution se fera par la loi. Alors, on connaît la suite. La parenthèse enchantée de ce consensus de réforme va se refermer, démission de Gaulle, début de la guerre froide. Mais on a inventé là un certain esprit républicain qui va façonner, je pense, notre imaginaire politique, et pas seulement à gauche, pour près d'un demi-siècle. France 1945, tout est possible, et énormément de sourires dans ce numéro. Merci beaucoup Valérie. Merci. Parole, parole, parole. Écoute-moi.
Voilà, cette série consacrée à la séduction des foules par la parole se termine. Elle est à retrouver, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. Quant au magazine L'Histoire, il est à retrouver en kiosque. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier, Tom Umdenstock et Mayouen Guizou. Merci à Daniel Königsberg pour les lectures.